t'es pas du tout quelqu'un qui m'empêche de commencer la partie. C'était ma toune d'intro pour Félix qui fait tout le temps des bruits pendant que je fais mon décompte. En fait, petit chat. on est tout le temps là, puis c'est pas vrai. Ouais. Hey, arrête, tu me fais chier. Il y avait juste un chat. Ok, on joue plus, on n'entend plus. Ouais. On annule le lien. Et on se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode. Pour la prochaine campagne on va jouer à Donjon Dragon 2e édition, 2.5. C'est une campagne. Ça va être poche. Vous allez tout avoir des stats affreuses. Puis, mais en tout cas, bref. Hey, salut tout le monde. T'as une bonne humeur. Mon Dieu. Hey, salut tout le monde. Hey! Oh, Hey! Hein? On joue à soir, épisode 27. C'était d'ailleurs, tout ce que vous venez d'entendre, c'est pas vrai. Hein. J'aime beaucoup Félix, malgré le fait qu'il gâche mes intros à chaque fois. Je m'excuse, je ferai plus. Oh, non, c'est correct. C'est correct. C'est pas vrai. Il va le refaire tout le temps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui commentent, merci aux personnes qui viennent de commencer la campagne parce que au moment où est-ce que je vous parle pour présenter cet épisode 27 que nous allons vous faire écouter à l'instant même, eh bien, il y a des gens qui découvrent Obélien là. On a comme reçu des messages. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur Facebook, là. Le gars qui a fait genre, hey, je viens de découvrir votre chaîne. Il est où l'épisode 1? Puis là, j'étais genre comme, pardon, ben il est là, vas-y. Ouais. Saute-toi, saute dessus. Fait que pour vrai, c'est très cool. Saute-toi. J'ai jamais entendu ça comme ça. C'est quasiment une guerre du même. Je m'excuse. Ce qui est très cool de ça, c'est que ça vient fort probablement de quelqu'un qui actuellement écoute l'épisode 27 puis qui en a parlé à quelqu'un d'autre puis qui a suggéré la chaîne. Fait que merci à vous, encore une fois, communauté, de propulser cette campagne. Merci. Puis si jamais vous avez des gens autour de vous qui se disent ou qui disent ouais, mais tu sais, commencer une campagne là pendant qu'il y a 27 épisodes à rattraper, ben dites-leur, c'est pas des épisodes de 3 heures, c'est des épisodes de 1h30, 1 heure, des fois 2 heures quand c'est des gros épisodes. Ça s'écoute vraiment bien en rafale. J'ai du monde qui m'ont dit hey, je me suis clenché tous les épisodes en dedans d'une semaine. That's it, je suis à jour. Wow. Fait que, faites-le. J'ai entendu dire, Pépé, qu'à l'épisode 30, on allait faire un méga recap. Vos faces. Eh bien, maintenant, c'est chose dit. C'est chose promis. Ça va être un méga recap. C'est sur Internet. Mais ça veut dire que c'est comme vrai. on en avait parlé, mon cher Alphonse, ça va être un méga recap qui va être fait par les joueurs selon leur point de vue de personnage. Ah ouais, tout à fait. Exact. Je trouve que c'est une bonne idée. Parfait. Quand je te relance ça dans la face. Je vais juste lire mes notes à voix haute. Ouais, ça va être des mots-clés puis des trucs qui n'ont aucun ni queue ni tête. Bayrou, traître. Genre, insecte, blanc, grain. Voilà. Bref, hey, encore une fois, merci aux personnes qui sont là. Francis, avant de commencer, j'aimerais ça encore que tu me nourrisses d'amour et d'eau fraîche pour notre sponsor et ami de toujours, l'imaginaire. Vas-y. Ben, j'ai goût de faire quelque chose de changement. J'ai goût d'en poser un. Puis Félix, ça me tente-tu de parler d'imaginaire? Tout à fait. Tout à fait. Bon. Alors, je les tire croisés à son. Non, mais en fait, j'en avais parlé un dernier épisode. Moi, j'ai un moment marquant avec l'imaginaire. J'ai un moment marquant parce que l'imaginaire est arrivé à Trois-Rivières. Moi, je suis Shawinigan, en Mauricie. Puis quand ils sont arrivés, j'ai vu l'engouement autour de moi de gens que je ne savais pas nécessairement passionnés, soit, comme je disais, de cosplay, de jeux de société ou de jeux de rôle. Puis, c'est drôle parce qu'entre joueurs à une session que je faisais de D&D à l'époque, on commençait à jouer. On est arrivé avec du stock qu'on était tous allés acheter à l'imaginaire puis qu'on s'est offert entre nous. Puis moi, un moment marquant de l'imaginaire, c'est que c'est là que j'ai acheté le dragon blanc que j'ai juste ici dans mon background. Ouais, la première grosse mini que j'ai achetée. Veux-tu aller le chercher, s'il te plaît? Je vais aller au retour de la pause. Puis, OK. Puis ce que j'ai adoré de ce moment-là, j'ai commandé plein d'autres trucs après, mais c'est que c'était la première fois que nous, en joueur, on avait une miniature aussi grosse. Fait que merci Imaginaire d'avoir pu permettre cette expérience-là en magasin. Je savais pas c'était quoi la size sur Internet. Ils ont un super bon site web, mais ils ont beaucoup de succursales. Fait que d'y aller, la devanture à Trois-Rivières est spectaculaire. C'est incroyable. Oui. J'adore ce magasin. Merci Imaginaire de faire partie de l'aventure Obélien. Voilà. Merci beaucoup, Imaginaire. D'ailleurs, je voulais te dire, je suis seulement allé au magasin de Québec, qui est comme le premier d'entre tous et qui a traversé les âges. Mais je serais quand même curieux de voir à quoi ressemblent les autres. Je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. On fait une tournée. Un peu comme un Ben, sauf que c'est genre une tournée imaginaire. Wow! On lance ça dans l'espace.
Francis, tu veux plugger ça avec tes contacts? Voulez-vous arranger ça? Ça pourrait être cool, par exemple. Je sais pas qu'est-ce qu'on ferait. Je sais pas qu'est-ce qu'on ferait. On serait juste là. Allô? Ça serait le fun. Bref. On pointe des choses. On pointe des choses. Ça, c'est un livre. Ça, c'est un cosplay de Sailor Moon. Fait que, bref. Merci aux personnes encore qui sont là. Merci beaucoup, l'imaginaire. Et on se retrouve ainsi après cette petite introduction musicale toujours faite avec grand amour par notre ami de toujours, Travis Savoie de RPG Music Maker. Allons-y. Hey, on est là. On est de retour. Félix, montre-moi ton dragon blanc, s'il te plaît. Oh, shit! Wow! Ouais, mais quand même, tu sais, c'est quand même une grosse pièce. Bon, je l'ai pas encore peinturé. Je suis pas encore rendu là dans mon expérimentation des menus. Je m'en excuserai. It's shame. C'est de la honte. Mais moi, je suis vraiment fier parce qu'il est cool. Puis c'est le dragon blanc. Puis j'ai trouvé là-bas. Puis j'en avais trouvé d'autres sur Internet. Puis l'imaginaire, il y en avait plein. Il y a des gros bras. Ouais, quand même, hein? Non, c'est badass, là. C'est vraiment c'est cool parce qu'il est vraiment comme dans une position de fun. C'est pas juste comme un dragon qui est comme salut, je suis à quatre pattes puis je fais rien. Debout avec le petit trépied. Non, très content. Fait que découvrir ça à l'imaginaire. Regarde, très cool. Fait que, hey, épisode 26, petit récapitulatif, ça nous tente dessus. Fait que, on va commencer ça de même. Ce qui s'est passé lors de l'épisode 26. Je te voyais pointer du doigt, Annabelle, tu veux-tu dire de quoi? Non, je faisais le move d'écouter. Je m'excuse. J'aurais pas dû faire ça. Mais écoute, j'ai pas de stress. C'est peut-être moi. J'avais l'impression que je disais une connerie. Épisode 26, qu'est-ce qui s'est passé? Les joueurs viennent ou plutôt, je dirais plus, Alphonse précisément, vient de tuer Sucri. Et on recommence ainsi alors que les aventuriers décident de quitter la faille le plus rapidement possible, afin d'éviter le courroux des différents disciples de la Dao. Mais en toute chose, on a vu un petit flashback où ce cher Osnan a pris la vie de marin par les bras et est devenu ainsi un pirate sur les mers, voguant sur les flots vers le sud. Surprise vers le sud, vers les terres elfiques, au lieu de se rendre vers les terres humaines. Parce qu'il y a plein de choses dans le passé d'Osnan que les gens ne savent pas. Un personnage encore bourré de mystères, beaucoup plus que je crois les deux autres. Un personnage qui se mérite à être dévoilé tranquillement, mais sûrement à la manière d'un bon vin qu'on déguste le soir. Je fais vraiment une comparaison étrange là-dessus. Mais nos aventuriers, par la suite, sont retournés chez Malazalkar. Courte discussion. Ils se sont soignés. Malazalkar a fait ses adieux. Il les a remerciés pour leur passage et tout. Il était en train de faire une petite sculpture de Nairu. Vous lui avez tout donné un bec sur le front ou un câlin. Vous êtes partis par la suite. En direction du noyau. Je lui ai fait après ça ma première tentative de ce qu'on appelle un test un challenge de compétences ou un skill challenge en anglais, où les joueurs devaient m'expliquer un peu comment est-ce qu'ils voulaient sortir de la situation en lançant des jets spécifiques à certaines compétences, afin de ne pas attirer l'attention des différents brigands qui pourraient leur tomber dessus. Et ils ont réussi, ils ont sorti du noyau, ils ont atteint finalement leur compagne, leur guide du nom de Carissa la Satyre, qui leur a démontré toute l'expertise qu'elle possédait avec la fossile, son catamaran des sables, qui a une espèce de fonctionnalité particulière, un mélange entre technologie et magie, utilisant ainsi des sortilèges pour pouvoir démarrer le tout et ensuite utilisant les vents aériens pour faire déplacer, dans le fond, le grand véhicule à l'aide d'un cerf-volant gigantesque qui est poussé par les vents qui sont à une certaine hauteur au-dessus du désert. Et l'épisode s'est terminé ici alors que nos aventuriers disparaissaient, dans le fond, à l'horizon, dans l'obscurité de la nuit. Et nous allons pouvoir reprendre la partie à ce moment-là. À ce moment-là, vraiment? Bien sûr que non. Parce que vous me connaissez bien. Et nous ne recommençons pas l'épisode au moment où est-ce qu'on s'est laissé. On le recommence à un autre endroit, à une autre époque, ailleurs. Alors que la pluie tombe. Et que les espèces de pluie d'été chaude, pluie d'été
intense qui crée des gigantesques flaques de gadou et de boue au travers du continent de l'Empire, au travers des terres impériales, créant à gauche et à droite des inondations, créant certains problèmes dans les champs. Un peu à la manière un peu une espèce de réflexion face à la situation actuelle que vit la famille d'Alphonse sous son toit. Le temps n'est pas à la fête. Le temps n'est pas à la joie ni au bonheur, malgré la naissance de son frère, Alphonse V. Le temps est à la tristesse, à la désolation, aux réflexions et à, je dirais peut-être même, les remords. Alphonse, tu es dans ta chambre, en train de lire quelconque ouvrage. La fenêtre un peu entrouverte laisse passer un vent frais, mais quand même humide. Les grandes gouttelettes tombent sur les parois de la fenêtre, tachant, on va dire, brouillant ainsi la vue que tu aurais habituellement on va dire de l'infini, des plaines et des vallées situées de l'autre côté de la maison. Tu ne vois absolument rien. Et la première chose que tu entends, c'est la porte claquer. La porte d'entrée de votre grand manoir de la Fine Plume claquer très fort. Et tu peux apercevoir, si tu t'étires le cou un peu, dans la route devant, le petit chemin de terre devant votre grand manoir, encore une fois, un autre médecin impérial qui quitte après avoir tenté X choses, après avoir tenté de soigner comme il pouvait, disons, ou de peut-être même calmer la douleur que vivait le poupon, ton frère Alphonse V. Ça fait plusieurs médecins qui passent et ça finit toujours que ton père les renvoie en colère, en désespoir face à l'inaction, face à l'impuissance qu'ils ont devant la maladie qui touche ton frère et qui, au moment où se déroule ce souvenir, est pour toi rempli d'obscurité et de brouillard. Il y a des pièces dans ce puzzle que tu n'es pas capable de rejoindre ensemble, comme par exemple la mère de cet enfant, que tu n'as aucun souvenir d'elle, que tu n'es pas capable de te concentrer à essayer de réfléchir qui c'était, qui souvent tu vas marcher à l'intérieur des murs, dans le fond de la maison, du manoir, et tu vas apercevoir sur les grands murs, les grands murets, les grands tableaux représentant les différents membres de la famille de la Fine Plume. Et parfois, ton regard va s'arrêter sur celui de ton père et d'un individu à l'air brouillé. Un dessin, une image que tu n'es pas capable de définir, comme si ton esprit avait oublié, volontairement ou involontairement, l'existence ou le concept de cette personne, même si tu sais qu'elle a déjà existé. OK. Face à ces échecs répétés, sûrement que je suis en train de lire autre chose que mon fameux tome habituel. Probablement un truc de fiction, genre, dans lequel il pourrait avoir peut-être la mention d'une maladie similaire. Tu sais, pour montrer que je suis vraiment rendu à la... Eux, ils pensent, c'est la première fois qu'ils le voient, puis ils sont à solution 3 dans leur tête. Alphonse, ça doit faire 600 solutions qu'ils essaient de trouver pour guérir, puis identifier le mal. Il arrive toujours à rien. Fait que... je vais questionner Bartimus. OK. Tu refermes l'ouvrage de fiction que tu as devant toi, une espèce d'ouvrage racontant l'histoire de certains bûcherons qui ont été touchés par une maladie semblable dans les montagnes il y a de nombreuses années. Une espèce d'histoire de vengeance et de souffrance. Et juste un petit questionnement comme ça, Alphonse, est-ce que sur tes moultes tentatives que tu as faites sur ton frère, ou plutôt sur les moultes hypothèses que tu as menées, est-ce que justement tu as fait des tentatives concrètes sur les différentes 600 solutions que tu as vues, ou tu n'as jamais vraiment pris le temps de t'approcher de ton père et de son fils?
B. Je pense pas que je vais rien avoir tenté avant d'être sûr que c'est ça. OK. Puis je me souviens que la dernière fois que je pense que j'ai impliqué ma magie et la famille, mon frère est mort, ma mère est morte de chagrin après. J'ai des réserves. Oui, je comprends. Tu refermes ton ouvrage. Ce petit livre a l'air si insignifiant. Au moment où tu poses le regard sur ce grand tome à reliure mauvâtre qui compose l'endroit où se trouve Bartimius, j'imagine que tu l'ouvres. Mm-hmm. Tu l'ouvres et au moment où tu le dévoiles et tu le poses devant toi, l'écriture apparaît comme par magie, comme tu es tellement habitué dès lors. Et à mesure qu'elle s'écrit, et à mesure qu'elle décrit en fait ce que tu vis, autour de toi, tout se déconstruit et tout prend une forme presque justement un peu entre le mauve, le violet et le lilas. Se déconstruit, devient une forme mauvâtre, des polygones et des formes rectangulaires qui se divisent, créant une espèce d'univers un peu étrange où tu te retrouves encore une fois après de nombreuses visites. C'est pas la première fois que tu te retrouves dans cette espèce de prison où vit Bartimius. Et où au ciel, si tu lèves le regard, tu aperçois des constellations au loin qui se traversent et qui se mélangent. Et sur le sol, un espèce de plancher lumineux, justement, de forme rectangulaire et polygonale, comme si tu étais dans un espèce de prisme sans fin, au genre 1000 côtés. Et au moment où tu apparais dans cet endroit-là, tu vois que Bartimius, contrairement à ce que tu es habitué. Tu as toujours eu l'habitude d'arriver là et que ce dernier était prêt à t'accueillir. C'est vraiment comme genre tout le temps une entrée fracassante. Tu le vois au loin, à une certaine distance, de dos, en train d'observer l'obscurité. C'est la première fois qu'il te fait le dos. Comme si... Il n'a jamais vraiment fait confiance. Il t'a jamais vraiment fait confiance au point de te tourner le dos à toi, une personne à qui il a fait si mal, mais en même temps à qui il a tant appris. Je vais m'approcher du mieux que je peux. Puis je vais m'adresser directement à lui. Après tout ce que je vous ai donné, j'ai maintenant besoin de votre aide. Soit qu'il n'y a pas de réponse. Un membre de ma famille est affecté d'un mal que je ne suis pas capable d'identifier, encore moins donc de guérir. J'ai besoin de vous, Bartimius, mon maître. T'as l'impression de l'entendre murmurer, comme s'il parlait à quelqu'un, peut-être à lui-même. Et au bout de quelques secondes, il fait volte-face, se tournant vers toi. Et tu as l'impression que c'est comme si son corps en entier se tournait sans nécessairement avoir fait un mouvement de pied, comme s'il ne flottait que sur le sol. Et il se tourne vers toi, tu revois cette grande figure à la longue barbe et aux longs ongles, aux petits dessins arcaniques gravés sur ses longs ongles blancs, de son grand costume mauve, ses grands yeux vides, noirs, laissant plongeant, montrant une infinie du cosmos. Et il y a t'as toujours eu de la difficulté à, on va dire, percevoir ses expressions, vu son absence, si on veut, de traits définis. Là. Il demeure comme une statue de cire, un peu. Là. Et lorsqu'il se tourne vers toi, il fait... Mais encore, quelle est cette maladie dont tu parles, Alphonse? Puis tu vois qu'il se passe là, un de ses longs ongles de son doigt dans sa barbe, là, comme s'il s'y grattait un peu. Là. Ses membres sont difformes. Et il est constamment affligé d'une douleur. Il est trop jeune pour pouvoir s'exprimer plus en détail. Ah. Tu parles donc du chaos
tordu, comme vous l'appelez dans l'Empire. Tout ce que j'en sais, ce qui avance, c'est impossible, c'est disparu. C'est disparu, mais il y a tout le temps eu des traces ici et là. Ça restait taché dans l'environnement, dans l'Empire, que ce soit des naissances qui ont mal tourné ou des potagers qui ont été pourris ou des plantes qui ont pris des différentes tournures ou même des animaux aux difformités étranges. C'est pas impossible. C'est très malchanceux, mais c'est pas impossible. Ah. Ah. Je présume ainsi que aucune solution n'existe. Oh non, il en est une. Tu vois qu'il y a un grand sourire qui se dessine sur son visage. Puis il fait je connais des gens qui sont immunisés à ce genre de mal. Je pourrais, disons, offrir une certaine immunité à ton frère, lui permettant d'avoir une vie normale. Qui sont-ils? Où sont-ils? Qui dois-je retrouver? Non, c'est sûr qu'il lève sa main puis il balaie comme l'air de ses longs doigts. Il fait non, je m'occupe de tout. Mais je demeure tout de même assez curieux, Alphonse. Toi qui n'as jamais aimé personne, apprécié aucun membre de ta famille, qui a plus discuté avec un vieillard dans un livre au courant de tes dernières années plutôt qu'avec les membres de ton sang. Pourquoi ferais-tu une telle chose à quelqu'un dont tu n'as aucune affection? J'imagine que je sais pas pourquoi. Serait-ce... Tu vois que un de ses sourcils se lève et s'étire un peu de manière inhumaine. Serait-ce que tu as en toi une quelconque forme d'humanité? Un cœur? C'est en venant pointer dans le fond son ongle au niveau de ta poitrine. Oui, et le mien bat. Puis je vais tendre ma main en direction du sien. Est-ce que tu essaies de le toucher? Ben, s'il est à distance de bras, oui. Ok. Tu vois qu'au moment où tu essaies de le toucher, il y a une espèce de main spectrale de vieillard qui comme apparaît dans le vide et qui arrête ta main, comme vraiment comme à mi-chemin. Et il te regarde, puis tu vois qu'il fronce un peu les sourcils et il dit « N'outrepasse pas tes droits, jeune homme. » Alors aidez-moi. Le plus rapidement vous m'aidez, le plus rapidement je vous quitte. Quel est votre prix? Il retourne sa tête vers l'obscurité de l'infini, là, au-delà des prismes qui se mélangent et qui se cognent, et qui se fusionnent, et qui se détruisent, et qui se brisent, et qui se déchirent. Puis il regarde au loin, puis il se retourne vers toi. Il dit, oh, ça va être bien simple, Alphonse. Tu sais exactement ce que je veux. Eh bien, prenez-le. Puis tu vois qu'il y a un grand sourire qui se dessine sur son visage, alors qu'il étire encore une fois son bras rachitique vers toi. Et de son ongle, de son index, les symboles s'illuminer, danser. Ça fait une espèce de petit son au moment où il vient toucher ta poitrine. Et tu as l'impression de sentir ton cœur se flétrir à mesure que tes poumons et tes organes vieillissent, tout comme ta peau qui se fripe. Et tu te sens dans le fond devenir plus faible, plus vieux, plus douloureux et plus sensible à l'environnement qui t'entoure. Alphonse qui
est tout de même un jeune homme, mais qui de plus en plus a l'air d'un vieillard. Et au moment où est-ce que tu as l'impression de ressentir encore le bout pointu de son ongle sur ta poitrine, tu te sens projeté à l'extérieur du livre et tu te retrouves à nouveau assis, dans le fond, sur ta chaise de ta chambre. Et tu as une certaine douleur qui te tire sur les membres, que ce soit les articulations ou les jambes. Et tu sens vraiment tes doigts qui viennent se casser un peu alors que tu les plies. Et tu vois les grandes bosses osseuses de tes phalanges qui viennent s'entrechoquer entre elles. Et tu te sens tellement vieux. C'est sûr que j'irai voir quand même au chevet, si ça a marché. Parfait. Moi, est-ce que tu te lèves difficilement sur ta chaise? Tu as quelques secondes où est-ce que tu dois t'étirer, puis tu entends comme tes os craquer. Puis tu reprends comme un peu du poil de la bête. Là. Ça perdure tout le temps un peu quelques minutes avant finalement que tu reprennes un peu le contrôle de ton corps là, complètement. Et tu sors de ta chambre à une certaine vitesse. Et alors que tu es rendu à mi-chemin en direction de la chambre de ton père, tu entends ce dernier crier. Je vais rentrer dans la chambre. Tu arrives à la chambre, à la porte, tu rouvres, tu vois ton père dans un coin de la pièce, en train tu l'as jamais vu dans cet état-là. Ça a tout le temps été un homme strict, sévère, raide comme une barre, carré comme un bloc de pierre. Là, tu le vois dans le coin de la pièce, le visage livide, les grands yeux ouverts, la sueur de stress sur la tempe, alors qu'il regarde du coin de l'œil un espèce de drap sur le sol où il y a probablement ton frère, et tu vois une petite main sortir dans le fond du drap, et celle-ci n'est plus totalement humaine, mais ce n'est pas le chaos rampant que tu vois, c'est une espèce de peau un peu jaunâtre, tachetée de brun. Alors qu'une petite tête sort et tu vois que ton frère, Alphonse V, n'est plus du tout touché par ce mal qu'on nomme le chaos tordu, mais il n'est plus non plus ce frère, disons, demi-elfe qu'il était à sa naissance. Alors que tu aperçois qu'il y a une espèce de petite chevelure, des cheveux hirsutes, des oreilles un peu pointues, coupantes, un air sévère, des petits traits un peu rachitiques et des dents pointues. Un nez qui pointe vers l'avant et des yeux un peu jaunes, alors qu'il fait un petit sur le sol. Et là, ton père continue à hurler de peur et d'incompréhension face à ce qui se passe. Et il se tourne vers toi et il te dit une phrase que tu ne pensais jamais entendre de ta vie. Peu importe le contexte, peu importe la situation, peu importe, en le fond, le moment dans lequel tu vas te trouver, tu vas toujours te rappeler de ces quelques mots qu'il te dit en prenant en considération le fait qu'il parle de ton frère. Il te murmure: Alphonse, mon fils, va chercher une torche vite. Et tu repenses à ce souvenir alors que vous êtes en train d'avancer sur la mer de sable. Tu as ce moment-là qui te vient en tête alors qu'au loin, tu aperçois des grands des coups de tonnerre qui percent le désert la nuit, ce qu'on appelle aussi des espèces de tempêtes d'été, mais de chaleur. Il n'y a pas de pluie, ce n'est que le tonnerre et les éclairs, mais ça te rappelle brièvement probablement la pire nuit de ton existence. Aurélien, entre amis. Sûrement que pour chasser cette pensée-là, je vais faire ce que j'ai toujours fait, ce qui a fait de moi la personne que je suis devenu. Je vais m'assurer que tout le monde fait ce qui doit être fait. Okay. Fait que je vais refaire le tour. Je vais m'assurer que tout marche sur le catamaran, que on sait où on s'en va, tu sais. Plus d'erreur. Okay. Sur le catamaran est quand même assez grand.
il y a bien sûr cette chère guide, dans le fond, j'ai oublié comme son nom, Macarisa, qui est assis sur son trône en bois et qui d'une main dirige le gouvernail et de l'autre main tire encore de temps en temps sur le cerf-volant dans le ciel qui sert à diriger et à suivre les courants aériens. Et vous voyez qu'elle est comme vraiment concentrée à cette tâche-là. Puis elle vous a un peu expliqué, alors que vous étiez sur la route à des moments un peu précis. Ça doit faire quelques heures que vous êtes parti du noyau. Puis le catamaran est assez grand pour que vous puissiez vous être étendu, confortable, que vous soyez couché sur les espèces de cordes qui sont entreliées entre elles, entre les deux billots de bois qui servent aussi on va dire, de sol qui viennent se propulser dans le sable. Et vous pouvez, dans le fond, vous coucher dans soit les cordes, soit il y a une espèce de petit coin avec un petit trépied en bois. Vous pouvez vous asseoir si jamais vous voulez être plus confortable sur un sol un peu plus direct ou un peu plus stable. Ou vous pouvez directement aussi aller vous étendre sur les rebords de bois des deux billots qui servent un peu de base au catamaran, mais un quelconque fou mouvement, vous pourriez tomber en bas de ce dernier. Ça ne ferait pas nécessairement mal, sauf que le catamaran va à une certaine vitesse qui fera en sorte que vous seriez un peu loin derrière si jamais vous tombiez. Et donc, c'est à vous de voir un peu comment est-ce que vous voyez ça, comment est-ce que vous vous installez. Vous pouvez aussi grimper sur le mât si jamais besoin est. Il y a une espèce de petite place pour mettre les pieds, des espèces de trépieds en bois, des espèces de petits poteaux de bois placés à l'horizontale qui vous permettent de vous placer debout sur le mât et regarder à l'horizon. Mais vous voyez qu'elle, elle vous laisse un peu libre champ à votre énergie ou à votre besoin actuel. Donc, je suis un peu curieux de savoir, tu me dis, Alphonse, que tu regardes si tout le monde fait un peu sa job. Les autres, comment est-ce que vous voyez ça pendant que vous êtes en déplacement sur le désert? Nairo, c'est sûr qu'elle est en mode plus protectrice, là, fait qu'elle va comme sûrement être assise au sol avec genre comme les jambes en V puis comme grain blanc, puis elle tient un peu là, juste pour être sûr que tout va bien, puis en regardant aussi un peu le paysage autour. Fait que c'est à la fois pour le rassurer, mais pour se rassurer elle-même aussi. Parfait. Et je veux juste prendre un petit quelques secondes pour savoir si, Annabelle, tu pourrais peut-être approcher ton micro, parce que je t'entends très faiblement. Ah oui? Oui. Je sais pas si tu es le seul ou... Moi, ça sent bien. C'est mieux comme ça? Oui. C'est bon, oui. ouais. C'est très bon. Parfait. C'était un moment de tendresse. Oui, c'est pour ça. Fait que Nairou, tu es assis dans les cordelettes avec Grain Blanc qui... Tu vois, ce dernier-là a le regard tourné vers la complexité du catamaran. Il ne comprend pas comment ça fonctionne. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Il ne comprend même pas pourquoi cet objet qui n'est pas vivant se déplace. Là. Il est comme genre, qu'est-ce qui se passe? Fait il est vraiment subjugué par tout ce qui se déroule autour de lui. De ton côté, Osnan? Son mât, c'est meilleur ami, là, parce que là, il sait qu'il est vraiment pesant, puis il a une vitesse comme ça, puis il fait un plus un, là, genre si moi je tombe, je vais tomber vraiment sur un moyen temps. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'accrocher au mât, puis il va prendre sa corde dans son équipement. Là. Il y a sûrement une corde, tu sais. Oui. Son 50 pieds de corde, puis il va s'attacher au... il va attacher sa taille, puis il va faire un nœud marin, parce qu'il a appris des petits trucs de marin. Fait qu'il va faire pour se rattacher, puis se faire comme un espèce de... Si jamais il tombe, ben la corde va le garder attaché. Il va être traîné dans le sable. Ouais, mais parfait. Au moins, il va pouvoir suivre le groupe. Ouais, parfait. Et au moment où tu t'accroches, t'as dans le fond la Carisa qui contrôle toujours le tout, qui se penche un peu vers toi, puis qui te crie au-delà du vent, un peu à la blague. Elle dit est-ce que vous avez peur de vous noyer, Osnan? Mais le noyer, c'est du sable. Tu sais, là, il comprend pas le... Oui, c'est ça, il comprend pas la blague, là. Non. Oui. J'ai peur de tomber, oui. Elle dit, oui, je comprends très bien, mais nous allons arrêter bientôt pour la nuit, nous allons faire un feu. Puis tu vois que elle contrôle encore une fois pendant quelques temps le gouvernail ainsi que le grand cerf-volant.
Et de ton côté, toi, tu me disais, Alphonse, tu regardes si tout le monde fait sa job, mais tu vois que Nairu est couché dans la cordelette avec Grain Blanc. Youbel est dans un coin aussi, accoudé sur le mât dans ses pensées. Là, il est encore en train de réfléchir puis de se soigner tranquillement. Puis il y a Osnan qui se tient aussi après le mât à la manière comme si sa vie en dépendait. Là. Penses-tu qu'on peut avoir pris un repos court? Absolument. Ça fait plus qu'une heure que vous êtes en chemin. Là. OK. Ouais. Et vous voyez qu'au bout, en fait, encore peut-être d'une demi-heure, encore une heure, alors que la lune est rendue bien haut dans le ciel et que l'air est de plus en plus frais. Vous la voyez qui, elle, en fait, je dirais le soleil bien haut dans le ciel, mais c'est pas vrai. Il est plutôt comme un peu sur le descendant et tranquillement, il va bientôt faire clair parce que je vous rappelle que vous aviez rencontré Sucri à minuit et on est encore dans la même nuit. Donc, il est comme un peu 2-3 heures du matin. Là. Et vous voyez qu'après peut-être 15-20 minutes, elle tire sur la corde d'un coup sec, faisant ainsi replier le cerf-volant sur lui-même. Et le véhicule, le catamaran, perd de la vitesse, ralentissant tranquillement, sautant encore sur quelques dunes de sable. Imaginez vraiment que c'est que... Imaginez les dunes de sable à l'infini. Là. Vous êtes vraiment dans ce type de territoire-là. Il n'y a rien du tout au travers, rien autour de vous. Et le cerf-volant tombe vers le sol pour venir s'écraser dans le sable. Bien plongé. Le catamaran arrête. C'est comme sur le coin d'une dune. Elle, vous la voyez qui débarque de son trône. Puis elle se met à respirer, puis elle s'accote un peu sur le mât, puis elle fait comme... Elle fait tout qu'un exercice tout de même, hein? C'est fascinant. J'ai l'impression que vous dites souvent ce mot. Mais il n'y a absolument rien dans mes livres, dans mon vocabulaire, pour décrire le spectacle arcanique que vous nous offrez. Je présume que vous n'avez pas croisé beaucoup de cercles de druides. Ah! Non, en effet. J'ai beaucoup joué dans les marais, mais avec des pêcheurs. Oui. Eh bien, disons que mon peuple est très, très, très tourné vers disons, la communion et le contrôle aussi des éléments. Allez, si ça ne vous dérange pas, nous allons nous arrêter pour la soirée. Nous allons faire un feu, cuire de la nourriture. S'il vous plaît, Ostan, est-ce que vous pouvez prendre j'ai quelques billots de bois dans une des poches là-bas. Plutôt 4 pointes, une des poches en espèce des grandes poches de tissu qui sont attachées dans le fond à la base du catamaran là, au niveau du bois. Et dedans, il y a comme des billots de bois que tu peux comme sortir puis les mettre comme dans le sabre. Puis après ça, elle s'approche des billots. Puis elle fait comme juste tendre la main puis vous voyez ses yeux qui deviennent d'un rouge braise. Puis un feu qui s'allume immédiatement comme dans l'espèce de petit cercle de bois. Puis c'est dit, pratique ça. Elle fait oui, c'est pratique. Bien, soyez-vous. Les nuits sont très froides dans le désert. Les nuits sont frigorifiantes, donc je vous conseille fortement de vous approcher. Il est peut-être, elle lève la tête, 3h30 du matin. Je présume que nous allons probablement prendre une pause jusqu'à... Est-ce que vous êtes pressé? Non, je ne crois pas. Non, mais nous ne sommes pas non plus ici pour regarder le paysage et profiter de l'air du désert. Oui, surtout que le paysage est assez nul présentement. Redondant. Oui, exactement. Donc, je dirais peut-être jusqu'à 10h, 11h du matin, où nous allons pouvoir repartir. Vous allez pouvoir prendre un bon repos. Et par la suite, de midi à la tombée de la nuit, nous allons continuer le chemin, si ça vous va. Bien sûr. Jusqu'à quand déjà évaluez-vous notre route? En fait, vous comprenez, c'est très variable selon les courants aériens, mais nous avons pris une belle veine présentement, si je ne la perds pas de vue. Je présume qu'il doit nous avoir pour peut-être une semaine de voyage. D'accord. J'ai une question pour vous. Merci d'ailleurs de nous guider jusqu'à l'oasis, c'est très apprécié. Vous êtes une excellente conductrice. J'en ai vu des navires, pas comme celui-là, et c'est très impressionnant. Par contre, qu'est-ce que vous devez à Horis, vous?
que vous voulez dire? Ben, personne ne fait rien de gratuit dans le noyau. Et si vous avez été choisi comme guide, c'est parce qu'il y avait une raison. Quel est votre lien avec Horis? Ah, je vois, vous pensez que Mais comme vous pouvez voir, plutôt qu'elle lève sa grande chevelure rousse et dans son front, tu ne vois rien excepté des points de rousseur. Elle te dit, je ne suis pas une de ses disciples. Je ne suis qu'une employée temporaire. Voyez-vous, ses disciples ne quittent pratiquement jamais le noyau et j'ai souvent eu le travail de devoir transporter des gens à gauche et à droite et elle paye très bien. Très, très bien, tout simplement. Je ne lui dois rien. C'est plutôt elle qui me donne de l'argent pour vous déplacer. J'aime encore plus cette option. Donc, ne craignez pas, je ne suis pas un agent caché qui va rapporter tout ce que vous faites à cette grande dame. Bien loin du noyau, elle n'a que peu de pouvoir. Je ne sais pas si vous le saviez, mais elle ne peut pas quitter le noyau. J'avais remarqué les étoiles dans le ciel. Elles semblent contrôler l'endroit vraiment, comme une bulle. Oui. C'est en quelque sorte, je crois, sa prison. Ah, c'est ça qu'elle voulait dire par prison. Elle a dit, là, ça n'était pas la prison des autres, c'était sa prison à elle. C'est ça? Oui. Oh. Exactement. Imaginez passer une existence infinie à tourner en rond entre deux morceaux de pierre, ça doit tout de même être assez long. Elle doit avoir bientôt fait le tour de toutes les modifications terreuses et pierreuses qu'elle pouvait faire à l'intérieur de ce domaine. Mais cessons de parler d'elle. Un peu seulement savoir qu'est-ce qui vous mène à l'Oasis. Qu'est-ce que vous pouvez bien aller chercher là-bas? Le tourisme. Voyez-vous, nous sommes dans une quête visant à vanter les avantages de notre empire, dont je suis l'émissaire. Et nous avons eu vent que de nombreux adeptes pourraient se trouver à l'Oasis. Nous sommes des explorateurs et non des conquérants. Alphonse, veux-tu me faire un jet de tromperie, s'il te plaît? Ouh! Dirty 20. Un 20. Dirty 20! Ouais, 20, mais non naturel. Tu vois qu'elle plisse les yeux en ta direction, Alphonse. Elle retrousse son petit nez pointu. Puis elle te fait un grand sourire où tu peux voir de très grandes canines au niveau, dans le fond, de ses gencives. Là. Deux grandes paires de dents assez pointues, à la manière presque d'un animal qui pourrait déchiqueter des os. Et elle dit ah, des émissaires d'un empire. Quel est cet empire? Dites-moi. J'ai voyagé beaucoup dans les mers des sables, mais je n'ai jamais entendu parler d'un empire qui se présente simplement sous le nom de l'Empire. Oui, évidemment. Nous sommes l'Empire obélien. Oui. That's it. That's it. Nous sommes l'Empire obélien. Nous sommes une communauté, une coalition de nombreux royaumes réunis sous la même bannière. Cette réunion et fusion date de plusieurs générations alors que nos peuples se sont unis contre une menace déferlant du nord de notre enclave naturelle. La vie y fait bon vivre si vous n'avez pas le déplaisir d'être de famille noble. Autrement, vous passerez de longues journées à discourir sur des sujets de moindre importance. Si vous avez le plaisir de profiter de notre nature, de nos... Puis là, je pars, Blablabla. Grand guide touristique sur les différentes régions Parfait. géographiques. C'est sûr qu'elle plisse les yeux un peu, encore une fois. Puis elle dit est-ce que vous avez un quelconque lien avec la Hanse des Colosses? Nous tentons de bâtir une route commerciale, mais jusqu'à présent, nous n'avons rencontré aucun émissaire officiel.
Avez-vous quelque chose à dire à leur propos? Une mise en garde ou bien des encouragements? Non, pas en particulier. Eux aussi, ils payent bien, à la même manière que Doris. Que Horis plutôt. Doris, c'est comme le nom d'un poisson. À la même manière que Horis. C'était Dao puis Horis ensemble. Hein, ouais, c'est ça, ça fait Horis. Mais non, elle te dit, elle fait non, il paye plutôt bien, à la même manière que Horis. J'ai déjà visité Galène, une de leurs cités la plus éloignée, et je crois également que j'en comprends la personne qui est avec vous. Tu ajoute un coup d'œil en direction de Yubel qui est comme accoudé sur le mât, un peu presque endormi encore de ses blessures. Là. Puis il fait et de ce que je comprends, mais vous avez un représentant. Et si je ne me trompe pas, voyant ses habits et ses accoutrements, cet enfant dragon vient de l'Ephridim. Il a dit un mot là-dessus. Mais nous n'avons jamais été là. Et nous ne savons pas où c'est non plus. Oui. C'est très loin, très très loin vers l'est. C'est sûr que si jamais vous voulez y aller, je peux vous y transporter, mais ça va coûter quand même un certain montant et la route est longue et périlleuse, beaucoup plus qu'aller à l'Oasis. Mais nous avons d'autres priorités pour l'instant. Je vous remercie par contre de l'offre. Des priorités comme le tourisme, de ce que j'en comprends. Oui, et l'évangélisation. Tu sais qu'elle plisse... Non, elle plisse pas les yeux, là, j'arrête pas de dire ça. Elle a les yeux fermés, avec elle plisse les yeux. Non, tu sais qu'elle lève un sourcil, puis elle fait... Les vents, le quoi? Vous dire... Tu sais, ce qu'Alphonse essaie de faire, c'est que, tu sais, oui, mon mensonge, il est bien pratiqué et tout, mais comme... Oui, on s'en va faire du tourisme, puis tu sais, juste pour que notre pilote soit au courant qu'on s'en va pas là-bas vraiment en touriste, tu comprends? Mais que je veux pas lui dire ce qu'on va faire. Wink, wink. Ouais. Je veux que ça soit un bon mensonge, mais que ça soit évident que ça soit un mensonge. Ok, ouais, je comprends. Enfin, écoutez, j'ai été payé, sincèrement, j'ai été payé assez cher que si vous voulez que j'arrête de poser des questions, je peux le faire sans problème. Eh bien, concentrons-nous plutôt... Allez-y, Nairo, pardonnez-moi. Non, en fait, j'allais dire simplement que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur notre empire, sur d'où nous venons. Nous venons de beaucoup de lieux différents et avons beaucoup de choses à raconter, mais je crois qu'il est plutôt inintéressant de raconter ce que nous allons accomplir. Voilà. Ah, sans problème, sans problème. Bon, eh bien, je vais, si ça ne vous dérange pas, je vais commencer à faire cuire. J'ai quelques petits lézards que je garde dans la semure et je vais pouvoir les faire griller sur des bâtons au-dessus de... Elle sort un gros lézard mort. Avec un tatouage. Comme... Oh shit! Non, on m'a dit, je vais les mettre sur des bâtons et les faire griller sur le feu. Ici, nous allons pouvoir prendre le temps de discuter, manger, boire peut-être si vous aimez le bon vin des sables et échanger si jamais vous voulez échanger sur des choses et d'autres. Et si jamais vous avez des questions, toujours ouverte à répondre, peu importe ce qui se passe. Et bref, tu vois qu'elle se retourne et elle se dirige vers son catamaran. Elle va dans un des sacs, des grands sacs, des poches de jute qui sont attachés à la base de celui-ci, puis elle sort un paquet de petits lézards d'à peu près peut-être un peu plus que 10 cm de long, le lézard. Puis elle les branche dans le fond, elle les enfourche sur des petits bouts de bois qu'elle place autour du feu. Et tranquillement, vous les entendez faire des petits alors qu'ils se mettent à griller et faire chauffer leur saumure dans lesquelles ils ont été plongés pendant les derniers jours. Puis elle s'assoit, puis elle fait comme... Elle vous regarde avec un air un peu naïf, puis elle tape dans le sable, genre, venez vous asseoir. Osnan va prendre de son sac de l'étang de Barbou. Il va l'amener, puis il va s'asseoir, puis il va commencer à fouiller dans son... Parce qu'il ne sait pas c'est quoi sa marchandise. Oui. Fait qu'il va commencer à fouiller, puis checker qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là. Parfait. Tu t'assois, puis tu fouilles, puis tu vois que c'est plein de
cochonneries, puis d'affaires en boue séchée, puis en morceaux de bois, puis des gris-gris, puis des capteurs de rêve en bois, puis en plume, puis des affaires bizarres de même que tu dis que pour toi, ça vaut tout de l'or en barre, mais pour n'importe qui d'autre, ça vaut genre pas une scène. Là. C'est vraiment... Est-ce que je vois... Est-ce que je suis capable de reconnaître si dans ça, il y a... ça vient de différentes tribus, du cas, ou c'est... est-ce que c'est de la même? Est-ce que c'est... tu peux me faire un jet d'histoire. Histoire. Ça va être ta force. 5. 5. Difficile à dire. Tu es capable de voir, t'es capable de voir qu'il y a des objets là-dedans qui viennent de tribus Uka, puis il y a même des objets qui viennent de tribus peut-être autres que des hommes tortues que tu saurais pas trop dire, mais qui vivent aussi dans les marécages. Mais plus que ça, tu le sais pas. Là. C'est vraiment... Surtout en plus que genre c'est un gros package qui a été mis dans un sac, puis ça s'est mélangé, puis il y a peut-être genre des gris-gris qui sont collés ensemble, puis c'est pas vraiment ce que ça doit être à la base. Là. Ouais. OK. Ouais. Fait que, où est-ce que vous êtes? Oui, vas-y, Nairou. J'aimerais aller m'entretenir un tout petit peu avec Youbel, à moins qu'il dorme. Ben, tu t'approches. Et au moment où tu commences à poser un pied sur le catamaran, il se tourne la tête en ta direction, ouvrant un œil. Il a toujours eu le sommeil excessivement léger, ce petit homme dragon, enfant de dragon. Puis il fait « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Nairou? » Nairou va s'asseoir à côté de lui, puis tu sais, comme les deux regardent dans la même direction pendant qu'ils ont une conversation, tu sais, genre sans se regarder. Le classique, oui. Puis, en fait, je sais pas comment le formuler, mais je voulais simplement savoir, Youbel, pourquoi ce sacrifice? De quoi parlez-vous? Nous avions un plan. Vous ne l'avez pas suivi, avez décidé de jouer le héros en allant vous-même rencontrer Sucri. Oui. J'avoue que de votre point de vue, ça peut sembler un peu stupide. Écoutez, je ne vais pas passer par 4 chemins, je vais jouer franc jeu. Je n'ai pas été tout simplement rencontrer Sucri. J'ai voulu tuer Sucri alors qu'il ne s'y attendait pas. Et j'ai lamentablement échoué. Chose qui m'arrive plutôt rarement, je dois vous avouer. Et pour assassiner quelqu'un, il faut a priori qu'il y a peu de gens autour de moi pour faire échouer la tentative. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en vos capacités, seulement je ne crois pas que vous êtes, du moins de ce que j'en comprends, un groupe très tourné vers le meurtre dans le dos. Justement, vous ne répondez quand même pas à ma question. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi? Je crois que, outre le fait que vous, Alphonse et Osnan, vous êtes arrivés ensemble à la faille il y a de cela plusieurs jours déjà, je dois être la personne qui vous a le plus suivi sans arrêt depuis. Et si Osnan ou Alphonse aimait un geste qui peut sembler peut-être stupide, mais positif, ou du moins courageux, ou pour protéger l'un d'entre vous, vous allez dire que vous faites ça par amitié ou par amour. Alors, pourquoi est-ce que dans mon cas, vous dites tout simplement que c'est stupide, alors que je ne fais que faire le même type d'action qu'ils font eux autres mêmes lorsqu'ils veulent défendre l'un d'entre nous? Parce que je ne connais pas encore vos motivations. Les nôtres sont très claires. J'ai de la difficulté à comprendre certaines émotions peut-être, mais je ne comprends pas pourquoi vous nous suivez depuis le début. Certes, oui, nous nous entraidons. Nous avons peut-être des idéaux communs. Mais je veux être certaine que vous le faites pour les bonnes raisons.
Parce que la vie de 3 personnes que j'adore sont en danger. Et un peu grâce à vous. Et pour quelle autre raison est-ce que je ferais un agissement aussi stupide qu'aller tuer Sucré dans le cœur de ses appartements alors qu'il est entouré de gardes, si ce n'est que par amitié et confiance? C'est ce que je voulais confirmer avec vous. Et maintenant? Et bien maintenant, si vous me le dites, je vous crois. Et je ne vous questionnerai plus. Bien, c'est ce que j'ai fait. Bienvenue parmi nous, mon ami. Reposez-vous bien. Puis je vais aller rejoindre le reste du groupe. T'as pas de l'air de le croire. Tu t'éloignes. C'est sûr qu'il ne fait que refermer les yeux et se rendormir sur le mât, alors que ses plaies se referment tranquillement. Vous êtes les deux autres autour du feu, avec Carissa qui prend un des lézards grillés et l'enlève de son bâton et le lance en direction de Osnan. Ouais, tu l'attrapes à la manière d'un chien dans un comme bonbon. avec Dirtle, là, tu sais. Ouais. Ça fait tac! Puis tu l'attrapes. Tu sais, c'est très classique snack de soirée, là. Des petits lézards gris, rien de plus. C'est comme du comfort food pour les gens qui habitent dans le désert. Les gens vers les fils. Exactement. C'est exactement ça, c'est des grillades. Et par la suite, elle en prend une autre qu'elle enlève de son bâton, mais cette fois-ci, elle prend une assiette. Une espèce d'assiette faite un peu en... Ça ressemble à du marbre, presque. Et elle la met dedans, puis après un petit couteau qu'elle a dans ses poches, puis elle coupe le petit lézard en plusieurs petits morceaux pour lui donner un visuel un peu plus attrayant. Et après ça, elle sort de ses poches un petit sachet de cuir fermé qu'elle ouvre. Et à l'intérieur, il y a comme des petits morceaux de plantes qui pourraient ressembler à du persil ou autre chose de ce genre-là qu'elle dépose dessus. Et elle pointe l'assiette, ou plutôt elle tire l'assiette, elle l'étire en direction de Alphonse, en faisant comme peut-être que visuellement placé comme ça peut sembler plus attrayant pour un membre de l'Empire. J'apprécie le mal que vous vous êtes donné. Puis je vais subtilement essayer de passer ma main par-dessus avec prestidigitation pour les classiques épices Empire, parce que je peux te donner une saveur particulière. Parfait. Fait que c'est comme... C'est les épices de Montréal. Les épices de Montréal. Les épices de beefsteak de Montréal, ça se met partout, puis ça donne un petit goût intense à tout, là. Okay. Tu sais, juste pour essayer de donner un peu de contraste au personnage, je suis vraiment curieux, là. Je suis rébuté par rapport à ça, parce que je ferais pas ça. Je suis super conservateur. Mais en même temps, je suis conservateur très curieux. À la limite, je veux tout savoir pour dire que c'est meilleur l'Empire. Fait qu'il faut que je goûte. Fait que c'est pour l'Empire. J'en fais ça. OK. Ça goûte genre une espèce de poulet épicé, je te dirais. C'est très casual, c'est très commun comme goût, comme type de saveur. On est très loin des tartes aux larves de Malazelkal. Puis je vais me diriger pas loin du gouvernail une fois qu'on a mangé. Mm-hmm. Puis je vais faire signe à Yubel de s'approcher. Puis je vais faire 10 minutes de méditation puis de concentration pour faire apparaître ma petite hutte, mon petit dôme. Puis juste un jour pour que je puisse faire ce fan art-là dans notre game, il va être bleu. Puis il va être genre au gouvernail pour donner l'impression que c'est un bateau de navire spatial. Genre. Non, mon Dieu, ça y est. Oh mon Dieu! Avec une navette, vaisseau du futur du désert. Yes. Voilà. Parfait. Fait que ouais, tu veux que Yubel se place dans la ligne de ta bulle. Et tranquillement, la nuit passe un peu. Là, vous voyez de temps en temps une espèce de petite lumière blanchâtre qui se dessine dans le ciel et qui s'étire et qui se disparaît finalement pour brûler dans l'infini d'une autre étoile filante. Là, ça passe de temps en temps. Nero, serais-tu avec Osnan autour du feu ou... OK. Je vais... Nero, venez ici, s'il vous plaît. J'ai
j'ai une faveur à vous demander. Oui? J'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Et, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Mais avec plaisir, mon ami, que voulez-vous? Là, tu vas voir, il va sortir. Aslan, tu sors d'une poche en cuir qu'il y a toujours à côté de lui. Une espèce de petit bol. C'est un petit bol ornementé avec des espèces de runes. Que ça ressemble beaucoup à son tatouage, justement, qu'il y a. Puis il sort aussi un pic. C'est une espèce de long bâton avec deux bouts pointus à chaque extrémité. Puis il y a une partie vers l'avant qui ressemble vraiment à la tête d'un monstre. Que tu pourrais dire que ça ressemble un peu à Osnan, même à la limite. Tu sais. Puis il dit je vous ai jamais parlé de mon village. Hein? Vous aimez. Non, vous avez été bien secret par rapport. Pardon? Non, mais. Allez-y. Non, vous connaissez ma curiosité, mon enthousiasme face à tout ce qui est nouveau pour moi. Vous avez été effectivement bien secret par rapport à celui-ci. J'ai essayé de respecter votre intimité, mais... Oui? D'où je viens, nous avons plusieurs traditions. Nous avons des rituels, des trucs qui nous permettent d'entrer en contact avec Gourne. Les Uka, il y a mon village, mais il y a plusieurs villages. Chaque village a ses mœurs, ses coutumes, sa hiérarchie. Dans le nôtre, nous sommes connus comme les Iknak, les protecteurs du poison céleste. Donc, nous utilisons le tatouage comme une forme de communication avec Gourne. Nous sommes protecteurs du symbole Iknak. Et celui-ci nous permet de retirer une certaine force, une certaine résistance aux choses qui nous entourent. Lorsque j'étais jeune, j'ai eu... Je vous en parle parce que je sais que vous avez parlé peut-être à des divinités autrefois. J'ai réussi à parler avec Gourne. C'est quelque chose de peu commun. Mais... J'imagine. Ouais. J'ai fait des jaloux. Mais... lorsqu'on réussit une connexion comme ça, on est poussé vers des responsabilités plus importantes dans le village. Et j'ai eu la chance d'apprendre de mon maître Kozu l'art du tatouage. Ces tatouages nous permettent d'entrer en communication avec Gourne, mais tout dépendant de qui le reçoit, comment on le reçoit, la période de l'année, les résultats peuvent être différents, tout dépendant de la personne qui le reçoit. Par contre... C'est merveilleux ce que vous me racontez. Oui. Content que ça vous intéresse. Et le tatouage ne fonctionne que si c'est un Uka qui le fait. D'accord. C'est notre legs, si on veut, de notre connexion avec Gourne. Et j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. Puis là, je vais sortir le dessin du tatouage de l'amance. Puis je vais essayer quelque chose. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Kozu m'a dit que c'était possible, mais qu'on n'avait jamais essayé. Mais je vais essayer de tatouer ce symbole sur moi. D'accord. Et en quoi consiste mon assistance? Le rituel demande qu'il y ait témoin. Que vous devez... parce que ce n'est pas un processus facile. Il faut
pour la personne qui le reçoit, et d'autant plus que ce sera moi qui me le ferai moi-même. J'ai besoin de quelqu'un qui surveille la procédure. Et quelle est la signification de ce tatouage? Je reconnais que c'est celui qui était sur la manche. Oui, absolument. C'est assez flagrant. J'ai vu les propriétés du tatouage sur la manche, mais il était fait sur un homme lézard, donc ça ne garantit rien à ce que cela pourra faire. Par contre, ce sont des secrets bien gardés par les Oka. Nous ne partageons jamais nos symboles entre nous. Je comprends. J'ai l'impression que ce n'est pas un hasard si j'ai vu ce symbole d'aussi près et en action. J'ai l'impression que peut-être que Je vous fais confiance. Que Gourm me pousse à essayer quelque chose. Et je me souviens aussi que plus tôt dans les derniers jours, Alphonse nous a demandé de le surveiller alors qu'il entrait dans son livre ou qu'il entrait en transe. Hein? Je m'attends. Il est entré dans son livre. Ou être regarde en Alphonse. communication. En communication avec son livre? Je sais pas si on a des témoins. Je suis dans ma bulle. Je n'entends pas cette conversation. Ah, étrange. Eh bien, tout cela pour dire que nous avons été prévenus que cela serait peut-être plus intense que cela a été réellement. Dois-je m'attendre à quelque chose du genre ou... Ce n'est pas vous qui recevez le tatouage. Tout devrait bien aller. Je comprends, mon ami. Je veux seulement être consciente des risques, même si ce n'est pas envers moi. Nous verrons bien. Là, je vais... D'accord. Osnan va comme s'approcher du feu, va prendre un des morceaux en cendre, puis il va prendre la cendre, puis il va la placer comme sur le bout d'une de ses griffes. Puis tu vas voir que sur son avant-bras, il va tracer le symbole de la manse. Il fait vraiment comme un croquis avant de tatouer. Là, il fait vraiment... Il s'appelle, puis tu te remarques que même si Osnan est vraiment une grosse brute, il y a quand même une espèce de doigté puis de précision dans ce qu'il fait. Il est quand même bien habile dans son dessin. Puis, en fait, ensuite, il va prendre la fleur de Sika qu'il a demandé à l'ancien propriétaire de l'étang de Barbou. Il va la broyer dans son bol avec ses griffes. Puis, il va rajouter un peu d'eau. Puis, il va prendre l'autre moitié des fleurs. Puis il va comme les jeter dans le feu en avant de vous. Puis là, vous voyez comme une espèce de boucan un peu verdâtre qui se dégage du feu. Ensuite, il va prendre son aiguille, puis tu vas voir qu'il l'accote dans le fond de sa main. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée une incision dans la paume de sa main. Puis tu vois un léger filet de sang de sa main qui coule le long de la tige en bois, puis qui va rejoindre le bout de l'encrier, du potier, puis il va le tremper après dans sa concoction d'encre. Puis il va te jeter un regard, puis il va faire « Bon, vous êtes prête? » Absolument, oui. Ça peut prendre quelques heures, mais je sais que vous ne dormez pas beaucoup. C'est pour ça que je l'ai demandé à vous. Je serai là pour vous et je serai tout aussi intéressé par ce que vous faites. OK. Fait que là, il va... De l'autre côté du feu, il y a genre, voyons, la guide qui est comme les yeux grands ouverts comme ça, qui assiste à la scène depuis le début. Puis elle a comme genre un morceau de lézard sur le bord de la gueule, elle est sur le bord de le manger, le morceau de lézard, puis ça fait comme peut-être 20 minutes que le morceau de lézard il est là, puis il commence à refroidir, puis elle est juste comme genre, qu'est-ce qui se passe? Soir 1 de l'aventure. Ouais. On a là 2 semaines. J'en profite pendant qu'on est tranquille.
J'ai une demande spéciale de Annabelle à Francis. Ouais. Je veux que tu dessines ce que tu vas faire parce que je suis pas clair dans ma tête, puis je veux qu'on le fasse apparaître maintenant. Oh! Ok. Il est là. J'imagine. J'imagine aussi. Ouais. Puis, fait qu'après, c'est ça. Ozam va s'exécuter, puis il va sonner que c'est comme un petit marteau, là. Tu sais, il cogne tout le long. Ça ressemble à beaucoup de styles de tatouages plus anciens, là, tu sais, qu'on connaît. Puis il va se marquer, puis il va se marquer, puis il va se marquer. Puis... jusqu'à ce que le DM me dise qu'il a fini son dessin, puis que... Je vais te demander, s'il te plaît, Ostan, de me faire un jet de sauvegarde de constitution. Ouais. On s'en rappelle. Hein? Ben oui, on s'en rappelle. Il est 17. OK. Tu vois que, Nairou, tu sais, t'es de l'autre côté du feu aussi, puis tu regardes Osnan, et dès qu'il prend son doigt puis qu'il commence à se creuser dans la peau, le premier coup, dès que sa peau perce pour laisser entrer, dans le fond, l'espèce de liquide qui va servir de dessin pour son tatouage, il y a une espèce de bruit qui déchire le ciel un peu à la manière d'un tonnerre qui éclate. Et Osnan, tu es envahi d'une douleur immense et intense qui vient te traverser de la fissure que tu viens de te produire dans la peau jusqu'à ton cœur. Et tu as l'impression que ton cœur se met à pomper à une vitesse que tu as rarement senti. Tu te rappelles ce moment où tu étais dans la petite maison faite de bois et de blé qui a été construit par ton ancien mentor, où est-ce que lui-même t'avait dessiné ton premier tatouage. Et à chaque fois que tu redonnes un coup pour continuer à creuser ta peau, tu as de nouvelles fois cette douleur aussi intense que la première et ça n'en déloge pas. C'est toujours aussi douloureux et tu vois le Nairou, tu remarques là, que ses traits sont tendus, son cou est étiré. Tu vois qu'il y a ses tendons de cou qui sont poussés à leur maximum alors que son visage est crispé dans une douleur qui probablement tuerait n'importe quel être humain normalement constitué. Et tu as le même regard que votre guide qui est juste comme genre « Oh, fuck! » Pendant que plus loin dans une bulle, il y a Alphonse qui est absolument pas conscient de ce qui se passe. Là. Ça dort paisiblement. Et tu continues ainsi, Osnan. Je vais te demander de me faire un deuxième jet de sauvegarde de constitution. 18. Parfait. Tu continues à percer et au bout de une heure intense et insoutenable, tu dois te dire que tu as à peu près fait 15%, 20% du tatouage et tu continues ainsi, perçage après perçage dans ton bras, dans ta peau, alors que s'enchaîne la douleur, le sang qui se met à couler sur ta chair. Et autour de vous, Nairou, tu te rends compte que tout devient beaucoup plus obscur, tout devient beaucoup plus, on va dire, imperceptible, alors que vous semblez être dans presque une espèce de bulle, non pas temporelle, mais je dirais quasiment culturelle face à ce qui se passe avec Osnan, face à ce qu'il est en train de vivre, face à ce qu'il est en train de partager avec toi. Et Osnan, alors que tu es peut-être à mi-chemin, au bout de la 3e heure de douleur, tu commences à lâcher tes premiers gémissements de genre à quel point tu ne peux pas soutenir cet enfer qui était en train de te faire subir. Et au moment où tu fais ton premier gémissement de douleur, tu as un réflexe de comme juste regarder un peu le vide derrière Nairou, l'obscurité de la nuit pour essayer de te vider l'esprit de ce calvaire que tu es en train de te faire. Et tu as l'impression d'apercevoir une grande forme quadrupède au dos gigantesque d'une coquille parsemée de menhirs de pierre qui se promène autour du feu.
te regardant ainsi accomplir cette action, accomplir ce rythme-là, alors que Gourne jette un regard sur toi de ses yeux d'un vert d'émeraude. Il continue à tourner autour du feu et je vais te demander de me faire un autre jet de sauvegarde de constitution. Et Nairu, je vais te demander de me faire un jet de sauvegarde d'arcane, s'il te plaît. D'accord. Non, c'est pas vrai. Excuse-moi, Nairu. Nairu, je te complètement rencontré de mensonge. Fais-moi pas arcane, fais-moi C'est religion. vrai que c'était pas bon. Fais-moi religion. Tu peux le refaire. C'était pas bon. Job. 24. 20 pas naturel. OK. Osnan, tu maintiens le contact à la réalité alors que ton tatouage continue. Et t'en es à un point rendu où tu le sais même pas, là, mais tu hurles de douleur sans cesse. Et c'est insoutenable pour les autres personnes qui sont réveillées autour du feu, autant pour Nairu que pour Carissa, qui fait comme, mon Dieu, mais quels sont ces gens que je viens de transporter avec moi? Et de ton côté, Nairu, pendant une fraction de seconde, pendant peut-être même le temps de quelques clignements d'yeux, tu la vois, cette grande forme qui tourne autour du feu. Qu'est-ce que ça Dieu. me fait? Qu'est-ce que ça te fait? C'est un peu comme si c'est comme si tu avais l'impression de voir l'avatar de ta propre déesse s'incarner devant toi, alors que tu es consciente que tu es capable de percevoir la représentation vivante de la divinité de tous les Uka qui tournent autour du feu pour regarder son enfant qui est en train de faire ce qu'aucun autre Uka a fait de son existence. Puis, alors que sûrement que depuis le début, Nairu assiste à Osnan qui se fait du mal, puis un peu comme par réflexe de Claire, était prête en fait à appliquer un mot de guérison ou à quelque chose comme... Elle avait sûrement un peu les mains genre mauvates, noircies, onyx, un peu comme que tu le décrivais plus tôt. Comme stand-by du moment donné que Osnan lève les yeux vers moi puis me fait un signe de tête, c'est l'heure où est-ce que j'applique un genre d'analgésique peut-être ou quelque chose. Mais là, en voyant Gourne, tout ça est parti. Puis elle s'est rappelée elle-même aussi tous les rituels par lesquels elle est passée. Puis c'était peut-être pas des fois des douleurs physiques, des fois c'était plus des douleurs psychologiques. Mais il y a des mœurs, des coutumes. Elle est quand même anthropologue. Elle comprend aussi que parfois ça passe par le physique, des fois ça passe par le mental, des fois ça passe par l'amour et l'allégresse, mais c'est pas son rôle d'intervenir. Elle est juste témoin de ça. Parfait. Osnan, tu finis par piquer une dernière fois dans ta peau, complétant de nouveau un nouveau tatouage. Un second tatouage sur un seul Uka, chose qui n'a jamais été vue auparavant et qui ne sera peut-être jamais vue par l'avenir non plus. Tu es un cas unique. Autant tu as voyagé plus que n'importe quel Uka, autant tu mérites probablement ce second tatouage, alors que tu émets une dernière fois l'encre dans ta chair et que tu finis par tomber vers l'arrière, t'évanouissant sur le coup de douleur et que au loin, la lueur du ciel, du soleil plutôt, commence à traverser les dunes pour plonger tranquillement dans la vallée. Et il y a un silence qui s'installe après ton dernier hurlement de douleur. Et au même moment où la grande figure de Gourne disparaît et que tout ce qu'il y a, ou plutôt tout ce qu'on entend, c'est la respiration de Nairu. Toi, tes gémissements de douleur dans ton sommeil et les quelques masticements de lézard froid de Carissa dans sa bouche qui est comme « Oh, tabarouette! » C'est parfait, ça. Ouais. Et Osnan, ainsi, c'est officiellement le kit bizarre au premier soir au camp de jour. Ouais. Oui. ainsi, Osnan, t'as complété ton second tatouage. Gros Tabarouette. moment. Gros moment. Vous
ou plutôt pas Osnan ni Nairu, du moins pour l'instant. Vous ne vous réveillez pas tout de suite parce que vous venez tout juste de vous endormir ou de tomber en état de réflexion, comme tout bon elfe qui se veut. Mais toi, Alphonse, tu te réveilles le matin, disposé, frais comme une rose, alors que tu vois un Osnan ensanglanté couché dans les cordages du catamaran, une Carissa qui a des gigantesques poches en dessous des yeux comme si elle n'avait pas dormi de la nuit, puis elle est un peu frénétique, là. Puis une Nairu comme assis en indien dans un coin en espèce de réflexion tranquille là, dans sa tête. Puis t'as Carissa qui fait comme genre OK, hey, grosse nuit, on va partir bientôt. Il va être. Ouais, c'est ça, cool. T'as-tu bien dormi, Alphonse? Ah, magnifique. Bon, évidemment, un peu frisquet, mais j'ai adapté la température de mon dôme. Est-ce que Yubel puis Grimblanc sont frais? Oh oui, les autres, ils ont dormi avec toi dans le dôme, puis tu sais, son frère dispo. Yubel, il est revigoré, là, il se lève haut, puis il est comme, bon, ben on y va, ok, let's go, je sais comment ça fonctionne, cette chose, je vous ai vu un peu faire. Puis Grimblanc est juste comme genre, mais qu'est-ce qu'on fait pour Osnan, il est en train de mourir, dit-il en pointant comme un Osnan ensanglanté d'un cordelage. Puis Carissa a fait non, il est correct. Une grosse nuit, il s'est passé des choses et c'est culturel. Puis Grimblanc, il fait d'accord. Mais vous voyez qu'elle refait le même stratagème que la dernière fois, c'est-à-dire qu'elle reprend son cerf-volant, elle fait encore une fois l'espèce de sortilège qui lève un peu la terre, l'autre sortilège qui va lancer le cerf-volant dans le ciel. Et vous partez ainsi sur les dunes de sable à la vitesse, dans le fond du catamaran, voguant sur les flots, avec Carissa qui a bien exténué, bien fatigué, les yeux un peu rougeâtres, continue à maintenir le cap comme elle le peut, ouais, c'est ça. Et au bout de quelques heures, tu te réveilles, Nairu, plutôt tu sors de ta transe, reposé, frais dispo. Et au bout de quelques heures, toi aussi, Osnan, tu finis par ouvrir les yeux. Mais même si t'es frais dispo, tu es magané, là, vraiment magané. Je considère que tant que tu ne refais pas un autre repos, tu as un premier niveau d'exhaustion, dans le fond, de fatigue. T'es vraiment comme courbaturé, t'as mal aux muscles, t'as mal aux bras, t'as de la misère à lever ton bras qui t'a servi pour tatouer, là, de canevas exactement. Et c'est douloureux à n'en plus finir. Et vous partez, vous voguez sur les flots une bonne partie de la journée avec Carissa qui, dans le fond, dirige le tout. Et je vais demander à un d'entre vous, je vous laisse décider qui, de me faire un petit jet de pourcentage, s'il vous plaît. Oh. Vas-y, Osnan. Oh, c'est quoi ça? Un jet de pourcentage? Ouais. C'est un jet de dessin. Un dessin si tu l'as, puis sinon c'est 2 des 10. Rouler un dessin. Ouais. Ok, c'est beau. Je pensais que c'était quelque chose sur ma fiche que je connaissais pas du tout. Okay. Un jet de beer block, s'il te plaît, Osnan. On est genre comme, mais qu'est-ce que c'est? 48. Oh! 48. Excellent chiffre. Mm-hmm. Vous êtes tous morts. Parfait. Vous continuez à voguer sur les flots, sur le sable, une bonne partie de la journée, comme je le mentionnais. Tranquillement arrive le soir de cette vraie première journée dans le désert. Et au loin, devant vous, vers où vous vous dirigez, vous apercevez au loin une espèce de... Ça ressemble à un brouillard, a priori. Une espèce de grand brouillard un peu jaunâtre. Mais plus vous approchez, plus vous vous rendez compte que c'est une tempête de sable. Et à ce moment, Carissa prend son cerf-volant, vient l'écraser sur le sol, faisant ralentir ainsi le catamaran. Elle vous regarde d'un air pressé en vous disant c'est une tempête de sable, non, aucune inquiétude, nous n'avons qu'à... écoutez, vous allez m'aider. Osnan, est-ce que vous êtes assez fort? Est-ce que tout va bien? Dites-moi juste ce qu'il faut faire. Bon, d'accord. J'ai besoin que tout le monde commence à ranger tout l'équipement dans les différents sacs, les poches qui sont situées non loin du siège où je m'assois. Nous devons aussi baisser le mât. Et en fait, Alphonse,
Alphonse, est-ce que vous pouvez ramasser des objets et les mettre dans les sacs? Je présume que vous n'êtes pas assez fort pour transporter des objets lourds. Non, en effet. Puis j'ai déjà ma main qui commence à ramasser des trucs puis à les placer avec Magen. Parfait. Surtout qu'elle s'approche de son mât puis elle fait Osnan, venez m'aider, s'il vous plaît. Oui. Désolé. Je regardais déjà ce que ça faisait d'être très fatigué. Parfait. Osnan, tu t'approches, puis je vois qu'à vous deux, elle et toi, vous attrapez comme le mât en bois et vous le sortez de son socle. Genre, ça se détache comme. Ouh. Elle le détache, puis elle le couche sur le sol à côté du catamaran. Et ensuite, elle débarque du catamaran, elle fait comme débarquez tous du catamaran, s'il vous plaît. Vous débarquez tous du catamaran. Puis elle te dit Osnan, venez m'aider. Vous arrivez sur le bord de celui-ci, vous prenez un des côtés de bois, un des billots de bois du catamaran, et elle te dit lorsque je vais vous dire go, nous allons dans le fond tourner le catamaran pour qu'il soit dans le fond à l'envers. Vous prenez. Fait que vous les deux, vous le prenez, vous commencez à soulever. Tu sais, elle est quand même costaude malgré son petit air. Les deux, vous soulevez le catamaran. T'as mal au bras, là. Tu vois que tu commences à avoir des petits picots lumineux dans tes yeux, là. Mais vous flippez, excusez-moi le terme, là, mais vous tournez le catamaran sur son dos, lui donnant ainsi une espèce de posture un peu à la manière d'un triangle parce qu'il est comme couché, mais il y a le siège en bois qui est planté dans le sable qui est comme plus sous-élevé aussi. Et à ce moment-là, vous voyez qu'elle prend la couverture du mât et elle le place par-dessus le catamaran pour faire comme une espèce une tente. Ouais. Une tente. Elle le place sur le catamaran puis elle attache ça. Puis elle fait vite, venez avant que la tempête frappe. Puis elle vous fait rentrer comme dans la tente du catamaran. Oui. Une fois qu'on est à l'intérieur de la tente à l'abri, je vais ressortir mon tombe, puis c'est pas long que je vais refaire mon sort de rituel pour ma petite hutte. Parfait. Que je vais mettre d'une couleur très très vive. Donc un vert très flash ou quelque chose de genre. OK. Y a-t-il une raison? Pour que si jamais des gens quittent, qu'ils puissent facilement revenir sur leur pas. Parfait. Fait que tu vois que tu refais ton sortilège et boum, la bulle se forme autour de vous. Et là, je me pose une question, Alphonse. Est-ce que vous entendez les sons à l'extérieur? Oh, laisse-moi vérifier ça. Hein? Pas en considération que oui, vous entendez le son de la tempête, mais il n'y a aucun grain de sable qui rentre à l'intérieur de votre dôme. Et ainsi, tu fais ton sortilège, le grand dôme verdâtre qui entoure une bonne partie du catamaran qui est tourné sur lui-même. Et vous avez vraiment l'impression d'être dans un espèce de grand cocon, alors que le sable vient se fouetter, dans le fond, sur le dessus du catamaran, mais aussi sur le dôme, et que la tempête prend de plus en plus d'allure, devient de plus en plus intense. Et rapidement, vous l'entendez seulement l'espèce de sable et de la tempête qui devient vraiment frénétique, à une vitesse que vous vous dites, si on serait à l'extérieur, on serait pas dans le catamaran, c'est sûr qu'on partirait comme dans les airs. Là. Peut-être pas Osnan, mais les autres, là, vous seriez projetés dans le ciel par la vitesse de cette espèce de courant aérien, de tempête de sable. Okay. Et vous entendez tous, à ce moment, un étrange bruit. Un espèce de bruit qui ressemble à je dirais, un espèce de c'est pas animal. Ça a une résonance très, je dirais, presque arcanique. Okay. Comme un sortilège ou quelque chose comme ça. Ça se rapproche de nous? Ça semble... Sans nécessairement, oui, mais c'est pas directement vers vous. C'est comme si ça serait un peu en périphérie de votre dôme. Ça passerait comme à côté de vous. OK. J'ai 2 questions. Oui. Est-ce que le petit dôme fait en sorte qu'on est comme semi-invisible? Je me rappelle plus. En fait, de l'extérieur, c'est opaque. Extrêmement vive. Ouais, mais de l'extérieur, c'est opaque, mais de l'intérieur, c'est transparent. Comme un. De l'extérieur, c'est pas genre vert fluo?
Oui, mais eux, ils peuvent pas voir ce qu'il y a dedans. C'est une grosse bulle par verte. exemple, il voit une boule verte fluo. Oui, par Ouais. contre. C'est ça. Ouais. Puis la magie Ensuite, passe pas deuxième- à travers. OK. Mais Ça, tu peux ça a-tu sortir. une durée? Tu peux sortir puis rentrer sans problème. Moi, je peux pas. OK. Ça nous dirait Est-ce 8 heures, il que- me semble. Le Ouais. catamaran des sables fait plus que 10 pieds de long. Oui. Oui. J'abdique mon questionnement. J'ai terminé. Vous pouvez Nice try. continuer. Merci. Vous entendez encore l'espèce de. Vous avez presque l'impression d'entendre au travers de la tempête des coups de tonnerre et il y a des lumières flash, des espèces de grands effets lumineux brillants qui apparaissent dans le ciel, qui viennent éclairer autour de vous. Et vous voyez Carissa qui est comme un petit bonhomme en dessous du catamaran. Puis elle vous dit, ça fait... ça ne devrait pas être très long, ça va passer éventuellement. Mais ce n'est pas une tempête comme les autres. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la tempête. Est-ce que nous parlons de... Je l'avais noté. Ah oui, une histoire de ça. La dernière tempête. Celle Ah, qui non. mènera la fin de tout. Je m'en excuse, mais nous aurions évidemment besoin d'un peu plus de précision. Regardez à l'extérieur du catamaran. Ne sortez pas du dôme. Par contre, votre dôme de magie est très bienvenu. Habituellement, le catamaran est assez suffisant pour cacher mes traces, mais le dôme est encore mieux. Mais regardez, jetez un coup d'œil, mais ne sortez pas. Que voit-on? Vous regardez à l'extérieur et, a priori, vous ne percevez que la tempête. C'est du sable qui virevolte dans tous les sens et, soudainement, des effets de lumière, comme des éclairs dans le ciel, sont immédiatement suivis par le bruit du tonnerre. Et tranquillement, à mesure que ces effets-là deviennent de plus en plus intenses, vous la voyez passer, non loin de vous. Cette gigantesque pyramide volante Oui. qui se promène dans le ciel et qui est déplacée dans la tempête. C'était... Et on va terminer l'épisode là-dessus. On avait- Oh. Oh my God. Wow. By the way, pour le dire, groupe, vous montez de niveau. Oh yeah. Hey! Oh yeah, baby. Vous montez de niveau. Est-ce que tu veux qu'on roule nos HP ou Ou average? tu roules ou tu prends la moyenne proposée. J'ai pas de problème avec ça. Parfait. Fait que, hey, merci encore. Gros épisode, celle-là, hein? Ah, barnouche! Yeah, man. Gros épisode. Fait que merci encore tout le monde pour les commentaires, les suivis et tout. Ça a été quelques petits, tu sais, épisodes un peu plus tranquilles, un peu plus funnés. Puis là, on a eu comme un gros épisode, coup de poing dans le ventre. Il s'est passé plein de choses. Aïe, le flashback, man. Le flashback. Flashback, Osnan, puis tout. Fait que bref, Osnan! ouais, gros épisode pour Osnan. Ah! Merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour les partages. Et on se dit, messieurs, dames, à la semaine prochaine. Arrivederci. Merci. Bye.